Eh bien salut les bikers. Aujourd'hui on se retrouve pour l'interview de Joris. C'est la première fois que je fais ce genre de format. Du coup je vous demande d'être un petit peu indulgent. L'idée c'était de, en plus de présenter sa moto comme dans la dernière vidéo que je vous invite à voir si ce n'est pas encore fait, on allait en plus présenter le personnage à travers des questions que j'avais préparées, histoire d'en connaître plus sur ce mec qui a parcouru le monde avec son Harley Davidson. Donc on se retrouve tout de suite au 442 Motor & Craft, que je remercie pour leur accueil. Vous allez voir, ils nous ont laissé faire un super plateau et on a pu faire l'interview de Joris franchement dans des conditions au top du top. Étant donné que Joris il a beaucoup de choses à raconter, la vidéo faisait plus de 40 minutes. Du coup je l'ai divisé en deux parties. Vous avez 20 minutes aujourd'hui et vous aurez 20 minutes la semaine prochaine. Si vous n'avez pas trop le temps ou quoi, ce sera plus simple à regarder. Du coup je vous laisse tout de suite avec la première partie de cette interview. Ah bah écoute, déjà santé. Santé, ouais. Merci à toi d'être venu pour Merci. cette interview. Donc moi je t'ai préparé un certain nombre de questions. Ouais. Qui pour moi sont des questions qui peuvent intéresser tous les gens qui te suivent sur les réseaux, même sur les groupes Facebook, etc. quoi. Ok. Moi, c'est pas mon métier, je suis pas journaliste ni rien, moi c'est vraiment une passion, donc j'ai vraiment réfléchi comme moi, des trucs que moi je voudrais savoir par rapport au fait que tu fais beaucoup de voyages à travers le monde, etc. Parce que moi du coup j'aime bien faire des road trips, donc il y a des trucs que je veux savoir, mais du coup tu vas y répondre aujourd'hui. Bon alors déjà, pour commencer, première question, même si on a répondu dans la précédente vidéo, prénom, âge et situation familiale. Donc Joris Briand, 33 ans et j'ai une petite fille de 4 ans. Ok. Voilà. Ben, moi aussi, j'ai une petite fille de 4 ans. Elle aime bien la moto? Elle adore. Elle monte derrière papa? Elle monte mais sur terrain privé, pour l'instant elle est trop jeune. Et au niveau des cervicales, il faut encore attendre quelques années par rapport au casque pour pouvoir rouler et pas qu'elle ait de soucis pour plus tard, quoi. Donc okay. Vers 8 ans à peu près. 6 ans pour les petits trajets. Tu l'amèneras du coup avec toi? Le but, c'est de l'amener plus tard en voyage avec moi, mais elle me dit déjà qu'elle veut sa propre moto, donc et en noir, donc bon. Comme papa. Voilà, donc c'est tout bénef. Puis quand est-ce que tu as le permis moto? De l'âge de 25 ans, avril 2016. Donc, du coup, vu que je sais, par rapport à la dernière vidéo, que tu as ta moto depuis que tu as 25 ans, tu as passé ton permis pour avoir cette moto? J'ai passé mon permis aux US, en Floride, en un week-end pour 250 $. Ça n'a rien à voir avec la France. Là-bas, tu tombes, c'est ton problème de toute façon. Hein, donc 250 $ un week-end. Ils ont dit de laisser passer le lundi pour que ça rentre dans le système du DMV. Et le mardi, j'avais mon permis gros cube. Enfin, il n'y a même pas de permis petit cube. En fait, c'est direct gros cube. Ouais. Donc grosse cylindrée, tu achètes ce que tu veux et puis tu l'assures et tu peux rouler sans casque si tu veux. C'est ton problème. Et quand tu es revenu en France, tu as eu besoin de repasser le permis? Ah non, mais par contre, je suis arrivé en 2018, fin 2018, il a fallu faire l'homologation de la moto. J'avais 1 an pour envoyer les documents à l'administration française, chose que j'ai faite. Et puis, c'est une histoire qui a duré 3 ans, avec l'administration qui faisait pas son boulot, qui m'a envoyé des permis scooter. Ok. Voilà, donc ça a duré très longtemps et au bout d'un moment, il y a eu les bons documents quand j'ai contacté les défenseurs des droits qui ont fait ce qu'il fallait et ils ont contacté la préfecture qui de suite m'a envoyé les bons documents avec le permis A2 mais validé depuis plus de 2 ans. Donc comme depuis 2016, il y avait la loi où il ne s'échangeait plus les permis gros cubes hors Europe, il a fallu que j'aille voir la moto-école. Bon, je suis arrivé avec mon Softail à ce moment-là, en chicanos, et puis je leur ai fait une petite balade en bille, et puis ils m'ont dit c'est bon quoi, donc voilà, on a fait quelques heures de route, et puis c'était une formalité, mais... Ouais, mais il a fallu la faire quand même quoi. Ah, il a fallu la faire, les permis gros cubes... Tu n'as pas eu à repasser le code, le permis, non, les permis gros cubes étrangers, si c'est depuis plus de 2 ans, tu n'es plus obligé de... Ils te les échangent plus comme des permis gros cubes européens. C'est fini tout ça. Si je venais d'un pays européen, là c'était bon, mais là non. Il fallait au moins passer l'épreuve théorique, de pratique, on va dire, de 5, 6 heures, 7 heures en ville, etc. Donc ça c'était rien quoi. Mais j'ai pas commencé sur mon road glide. J'ai commencé sur un Sportster, 883 converti en 1200, où j'ai gardé de 4 mois, 6000 km avec, donc... peau court, la tête comme ça, mais c'était sympa quoi. 2003, 100e anniversaire aussi, mais très beau, très belle bécane, mais c'est pas fait pour rouler longtemps quoi. Puis j'avais le petit réservoir, c'est pas la même chose. Tous les 110, 120 bornes, j'étais à sec, mais c'est l'aventure quoi. Du coup, ma prochaine question, mais là je pense que tu y as déjà répondu, est-ce que tu as toujours roulé en Harley? J'ai commencé sur ça et je pense finir sur ça. Pour moi... je ne suis pas fermé à autre chose, mais
je sais pas, il y a une âme, il y a un truc, quoi. Puis tu peux les personnaliser comme tu veux. C'est ça qu'en fait, qui fait que bon, les gens, de par l'histoire d'Harley, de la légende, le fait que tu puisses personnaliser ta bécane, mais c'est ce qui se passe avec la mienne, hein, sans arrêt changer d'optique, de son, de niveau sonorité au niveau du pot ou des pots, enfin, et tout ça, l'améliorer niveau motorisation et même suspension et tout, ça change sans arrêt le comportement, le look et la bécane que tu as. Donc tu es toujours content quand tu changes une ligne d'échappe. Ouais. C'est pas pour rien. Tu as l'impression de redécouvrir une bécane ou d'avoir une nouvelle bécane. Donc c'est le côté, elle t'appartient. Elle t'appartient. Il y en a qui sont malades. J'ai des amis, ils sont malades quand ils doivent vendre leur bécane. Ça devient très dur. T'as pas envie de la vendre, c'est vrai qu'en fait, t'as pas envie de la vendre. Un, elle est invendable par rapport au kilométrage. Ouais. Mais deux, si je la vendais, celui qui l'achète, il ferait une affaire parce qu'il y a tout qui est neuf dessus. Il y a tout qui est neuf et mieux que d'origine. Avec ce que j'ai mis. Moi, je vois une annonce 300 000 km, même si t'as plein de trucs de neuf, tout. Sauf que derrière, on a oublié de parler tout à l'heure. Wow. Niveau suspension, je suis passé en niveau qualité supérieure All-ins avant-arrière. J'ai pas voulu les cartouches de gaz parce que moi, j'attache, je sangle, ça m'aurait emmerdé. Et ça fait un truc en plus à renvoyer, à remettre du gaz. Enfin, voilà. Donc j'ai pris le top du top niveau suspension à l'arrière et à l'avant. Et derrière, ça change tout. Je vois beaucoup de gens qui changent que l'arrière pour le comportement et le confort de la moto, mais ils oublient de changer l'avant. Bon, et après, il y a le tarif aussi. Mais devant, la tenue de route et le confort, mais surtout la tenue de route, ça n'a rien à voir. Quand tu fais les deux, c'est parfait. Donc, il y a beaucoup de choses cachées sur les motos qui font que quand tu as mis les ronds, des fois, vaut mieux acheter un truc qui a peut-être beaucoup de bornes, mais si tout a été refait dessus, ça vaut une nouvelle. Hein. Ouais. Honnêtement, tout dépend de l'entretien après. C'est toujours pareil. Une question qui, à mon avis, va en intéresser beaucoup. Pourquoi avoir commencé à voyager à moto? Pourquoi juste t'as pas passé ton permis, tu l'as pas utilisé comme beaucoup font, tu vas faire des balades avec, tu l'utilises pour aller au boulot, etc. Toi, pourquoi tu t'es dit, putain, je vais aller découvrir le monde, alors déjà sûrement les États-Unis, et ensuite, une fois que tu étais en Europe, découvrir l'Europe, l'Asie, pourquoi? Alors pourquoi parce que déjà, je vivais en Floride, on roule toute l'année. Le plus bas niveau température vers Miami que j'ai eu, c'était 9, quand il y avait les grosses tempêtes de neige à New York et que le vent froid descendait. Mais sinon, toute l'année il fait beau, sauf en période tropicale, quoi, quand il y a les ouragans et les tempêtes d'été. Mais en fait, c'est le pays pour, quoi. C'est le pays pour. Bon, moi j'étais dans un état, s'il y avait 4 virages dans l'état, c'était comme ça, mais bon, c'était hyper agréable. En fait, la liberté, tu la touches. Avec une Harley, dans cet état-là de Floride, tu la touches parce que, t'es pas obligé de porter ni des gants, ni un casque. Tu tombes, c'est ton problème, puisque tu t'assures toi-même. Et de deux, c'est l'esprit même, l'essence même de la marque, quoi. C'est la liberté, t'es dans le pays de la liberté, tu roules avec une moto qui a une histoire, et que ce soit l'origine de la marque, ainsi que les étapes qu'elle a traversées. Tu vois qu'elle a été utilisée à la guerre et tout. Enfin, c'est pas. On parle d'une moto qui a une âme. Donc, la marque en elle-même fait rêver énormément de personnes, même ceux qui n'ont pas le permis. Une Harley, ça reste waouh. Et pourquoi rouler, faire autant de partir à l'aventure et de pas m'arrêter, de vouloir découvrir, ça m'a mis le pied à l'étrier de rouler en Floride. De là-bas, j'ai rejoint le chapter de Fort Lauderdale, le HOG, le chapter du HOG. On a de très très gros rouleurs dans le chapter. On a 3 années consécutives, on a gagné le Rail 365 avec la dernière année cumulée sur un an. Tous les membres du chapter, 1 800 000 miles. Donc tu as envie de découvrir, d'utiliser ta bécane, pas juste pour aller au boulot, quoi, mais vraiment sortir des sentiers et aller explorer ce pourquoi elle est faite, quoi. Ouais. Et donc les US et le Canada, ça a été mon premier road trip de tête 33. Là j'ai fait les pancartes, donc je m'en souviens, mais 33 800 km en 53 jours. Tu enlèves 10 jours de révision, visite d'amis ou de rester un peu plus longtemps, 2-3 jours chez eux. Donc vraiment 43 jours de roulage, presque 34 000 km à travers 35 États et 9 provinces. Je suis allé jusqu'en Terre-Neuve, donc j'ai pris le ferry pendant 7 heures depuis la Nouvelle-Écosse au Canada pour monter en Terre-Neuve. Et c'est la grosse île qui est au-dessus de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est français. Et en fait, je suis allé jusqu'en haut à Lanzo Meadow pour voir le premier village UNESCO retrouvé de Vikings en l'an 1000 avant Jésus-Christ.
Ok. J'ai dit une connerie. En l'an 1000 après Jésus-Christ, pardon. Ouais. Ouais, à l'époque d'Éric le Rouge. Et c'était quelque chose, quoi. C'est cette bécane. Et en fait, j'ai fait une boucle. Je suis parti de Miami, je suis parti vers l'ouest et je suis revenu depuis l'est à Miami. Donc c'était vraiment le premier road trip de ma vie et je suis parti sans pneus et tout, enfin à l'arrache, quoi. Je savais pas encore. Puis aux US, tu trouves. Aux US, tu trouves. Et ça, c'est l'avantage des US aussi. Un peu moins le Canada, mais l'avantage des US, tu trouves toujours des pneus. Tu as toujours 1 ou 2 ponts de libre dans les concessions. Ça, c'est très important pour les voyageurs parce qu'ils ont la culture du voyage là-bas en bécane. Ouais. Voilà. Alors, ils se cantonnent aux US et au Canada. Il y en a qui vont au Mexique, voire un peu plus bas, mais ça se cantonne beaucoup aux US. Mais au moins, tu as toujours 1 ou 2 ponts de libre. Tu peux arriver sans rendez-vous, ils te dépannent. Parce que ici, par exemple en France ou même dans le coin, dans si toute tu as l'Europe et l'Asie, c'est compliqué. Ils peuvent avoir les pneus en stock, mais tu n'as pas de rendez-vous. Et encore, moi, je suis monté en 18 à l'arrière. Donc, il n'y en a pas. Ouais. Donc, de base, c'est 16 et 19, tu vois. Donc, il faut appeler à l'avance, il faut s'organiser, il faut savoir s'ils ont de la dispo. Après, c'est très très compliqué en Europe et là en Asie du Sud-Ouest. Hein. Le manque de mécanos et les lois font que des fois, tu peux pas travailler en surplus, tu vois, au niveau des horaires ou alors il y a déjà les clients de la concession. Donc, mais bon, c'est vrai que ça jette un peu un froid quand tu es en voyage et que tu vois qu'on te refuse et que tu es obligé de toute manière. Et heureusement qu'il y a les grilles. Quoi. Et voilà, et surtout, heureusement qu'il y a les grilles, parce qu'on m'a toujours dépanné en voyage ou fait mes révisions très souvent chez des grilles. Chez des grilles. Après, j'ai eu l'avantage d'être bien connecté au niveau du HOG, par exemple. Le HOG Helsinki en Finlande m'a trouvé, alors que j'étais encore à Gibraltar et que j'allais monter au Cap Nord, a réussi à me trouver. J'avais une fuite d'air sur l'avant, un pneu qui m'attendait en Finlande. Mais il fallait d'abord que je me tape tout jusqu'en Norvège, redescendre jusqu'en Finlande. Mais voilà, grâce aux connexions, après, tu arrives aussi avec les chapters du HOG ou des contacts sur place de clubs de moto ou de grilles, de vraiment t'organiser. Mais ça, il faut être rodé. Voilà, il faut prendre l'habitude, il faut gérer, savoir à peu près combien de bornes tu peux faire avant de commencer à appeler les mecs et dire je vais arriver tel jour, est-ce que vous avez une dispo? Enfin, c'est vraiment un critère à prendre en compte. Il faut prévoir que tu seras là-bas tel jour, etc. Enfin, voilà, mais ça, tu le sais 3-4 jours avant. Ouais. Tu l'appelles avant pour dire il y a des chances que, tu en appelles 2-3 sur plusieurs pays, et puis après tu sais quand ça se rapproche et tu te dis ça va être celui-là quoi. Maintenant il faut que j'appelle. Et après il faut pas être bloqué sur le 8000. Si tu rajoutes de l'huile, j'ai eu fait des 13 000. Bon, c'est pas top, mais on va dire entre 8 et 12 ça passe en rajoutant de l'huile. Ouais. Maintenant c'est ton filtre à huile, à voir quelle limaille tu auras à l'intérieur. Parce que toi du coup pendant tes road trips t'es obligé de faire des révisions. Ouais. Non, t'es obligé. Cet été, 18 101 km, 25 jours de voyage, t'enlèves 2 jours de mariage, j'ai roulé 23 jours, mais 18 000 bornes. Donc je savais que j'allais avoir une révision. Je pensais l'avoir en Turquie. Il y a eu on s'est mal compris au niveau du téléphone et des collègues que j'avais qui les appelaient. Au final, ils auraient pu me prendre, mais bon, je suis passé à un gris à Constantin en Roumanie, qui était très 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 bien. Et le mec était motard, en Harley, enfin. De toute façon, les grilles, Et puis c'était ce qu'on veut en général, t'es bien. Voilà, il te là dépanne ici, t'es chez un gris au 442. Exactement. Et puis toi, la façon dont tu l'as connu, au final, il t'a dépanné quoi. Avant de partir en voyage, j'avais besoin d'une sonde lambda qui était morte, alors qu'elle avait été achetée et commandée neuve, mais de la marque Harley, mais ça arrive, c'est de l'électronique. Voilà, ça sort propre, mais derrière, le truc n'était pas réceptif, il fonctionnait pas, donc il m'a dépanné avec une sonde que j'ai toujours, qu'on m'a changé là, donc j'ai pu partir et faire mon road trip serein, quoi. Donc c'est comme ça que tu as connu 442. C'est comme ça que j'ai connu 442. On te l'a recommandé ou c'est toi, tu as regardé sur Internet? Alors j'ai posté sur les réseaux, sur Rock France et Rock Glide Street Glide France aussi, et on me l'a recommandé. Moi je savais pas, j'habitais à 15 minutes, et je savais pas. Donc c'est fou. Hein, Après, j'avais appelé pas mal de gens autour, de grilles comme de concesses, et il n'y avait pas de sonde lambda de dispo. Ouais. Donc il m'en a mis une d'Ocas qui avait 10-12 000 bornes, ça passe. C'est increvable normalement. Mais là, comme je changeais ma ligne complète, je voulais des sondes neuves, et puis ça peut pas faire de mal, quoi. Du coup, tu as parcouru 3 continents. 3 continents. Donc tu as dit Amérique du Nord. L'Amérique. Du Nord. Du Nord. Ouais. Europe. Europe. Et Asie du Sud. Ouest. Du Sud-Ouest. Okay. C'est Asie de l'Ouest, exactement. T'as fait quoi comme pays en Asie, du coup? Turquie, parce qu'une fois que tu passes la partie du Bosphore d'Istanbul, tu es en Asie. Arménie et Géorgie. À savoir que, selon comment tu regardes la frontière
que ce soit de manière géopolitique, géographique, historique. La Géorgie est considérée un petit peu aussi comme l'Europe parce qu'elle est connectée de ce côté par la Russie. Et donc, bon, ça dépend. En fait, c'est compliqué de mettre une frontière telle quelle, géographique, sur ces pays-là, si c'est Europe ou pas. Mais en tout cas pour la Géorgie. L'Arménie fait partie de l'Asie de l'Ouest. La Turquie aussi. Mais il y a un morceau de Turquie qui est connecté à la Grèce, qui est sur le continent européen. Donc le Bosphore, c'est une bonne démarcation. Après, voilà, pour la Géorgie, tout dépend. Moi, je suis monté jusqu'en haut dans le Grand Caucase. Derrière, c'était la Tchétchénie. Voilà. Okay. Ouais, techniquement, pour la Russie, ça serait à Yekaterinbourg. La frontière, il y a un monument marqué Europe, Asie. Donc là, mais il faut tirer une ligne droite. Mais tu peux pas tirer une ligne droite avec l'Europe. C'est très particulier. Voilà. D'accord. Tu as fait du coup 55 pays. 55 pays, ouais. Moi, ce que j'ai remarqué, du coup, vu que comme je t'ai dit, je te suis, avant de te suivre sur les réseaux, je te suivais sur les groupes, tu es allé en Ukraine. Mais tu es allé en Ukraine après le début de la guerre. Ouais. Le 1er août 2022, la guerre s'était déclenchée en février. Officiellement en février, on va dire à ampleur importante, quoi. Ça pétait déjà depuis 2014 dans l'est du pays, dans le Donbass, mais là, de manière officielle, deux pays belligérants, février 2022. Donc moi, j'y suis allé le 1er août 2022, avec, il a un nom, Bucéphale, cheval d'Alexandre le Grand, parce que quand j'ai vu tous les pays que je faisais et où est-ce que mon road-glide m'amenait, je l'ai nommé Bucéphale. Okay. Donc j'ai pris Bucéphale, je suis parti avec mes 2 pneus, mon jerrycan de 10 litres, c'était la première fois, mais c'était nécessaire. Il n'y avait plus d'approvisionnement en essence, de rien du tout, quoi. Donc, il tourne beaucoup à l'essence dans ces pays-là. À peu près 60-65% de la population roule en essence, donc et ça bloquait à la frontière pour tout ce qui était camion d'approvisionnement depuis la Pologne. Et toi, tu as pu rentrer sans problème dans le pays? Ouais, tu n'as pas besoin de visa, tu es européen, quoi. Même en guerre, tu pouvais rentrer Même en guerre, le fait qu'ils soient en guerre, tu pouvais... C'est pour sortir le problème. Moi je suis européen, ça passe. Mais c'est pour sortir le problème, que là, il y a beaucoup de contrôles. Mais toi, tu as pu sortir quand même j'ai pu rentrer, j'ai pu sortir. J'avais pas mal de questions. Pourquoi t'es venu? C'est l'ex-URSS, ça t'accueille avec des AK. Surtout à ce moment-là, mais ils les ont gardés. Parce que même s'il y a la guerre et que ça s'est vachement calmé à l'ouest, t'as pas mal de gens qui essayent de fuir et tout, donc les mecs sont sur les gardes. Mais je suis rentré par Krakowet, la frontière avec la Pologne, et à 1 heure de la ville UNESCO Lviv. Et j'ai dormi à Lviv et c'est un changement radical. Hein. Tu arrives sur une très belle autoroute polonaise et tu finis sur, je crois, il y avait 8-10 km de file d'attente de camions pour le boulot, hein, mais ça dure des semaines pour sortir du pays. Ça s'est vachement arrangé maintenant, mais c'était un peu apocalyptique, la vision. Certes, il y avait la guerre, c'est apocalyptique, mais la vision de voir ces gens partir, fuir et tout. Et en fait, moi, c'était pas en termes de je fais du tourisme et je viens me faire plaisir. C'était j'avais envie de montrer un autre type de soutien, comme je le pouvais à mon échelle, et en particulier à des gens qui avaient la même passion que moi. Et en fait, ça a été très très bien pris. Parce qu'ils m'ont dit, ça fait plaisir de voir des gens qui viennent nous rendre visite. Et ils étaient heureux, pour le coup, de me remontrer leur ville. En plus, j'ai eu de la chance à chaque fois que je suis venu, sauf en juillet, là, mais à chaque fois que je suis venu, j'ai rien entendu ou j'ai pas vu d'explosion en direct. J'ai vu des choses. J'ai vu des chars exploser, brûler, des toitures arrachées, enfin pas mal de dégâts. J'ai eu énormément de checkpoints militaires à la dure, quoi, hein, vraiment tout ce qu'il fallait sur les côtés pour pas traverser, des mines, des checkpoints avec 4, 5, 20 soldats des fois. Et en fait, j'étais tout seul sur la route, donc quand j'arrivais, c'était pourquoi vous êtes là, quoi. Et en fait, je disais, je vais voir des amis à Kiev. Et j'ai expliqué, c'était ma manière à moi de montrer mon soutien. Puis j'ai essayé de participer comme je pouvais à l'économie du pays. J'ai fait quelques dons et puis je suis surtout venu, je les ai invités au resto, ça m'a fait plaisir, même si on s'est un peu disputé pour ça. Ils voulaient absolument m'inviter. Bon,
On a fait moite-moite. Et la deuxième soirée, j'ai pas eu le choix, ils m'ont invité. Après, j'ai eu droit à des cadeaux, puis cadeaux de la Concesse. Le plaisir de voir qu'il y avait encore des gens qui s'intéressaient à leur pays et à autre chose que toujours le quotidien de tout ce qui était humanitaire et tout, même s'ils apprécient énormément, mais une autre image des gens qui... C'est ce que j'essaye de faire à chaque fois que j'y vais, de ramener un peu du baume au cœur. Moi, je revois des... Je te coupe, mais tu as dit à chaque fois que tu y vas, donc tu y allais plusieurs fois. Ouais, ça fait 3 fois, ouais. J'y suis allé début août 2022, fin octobre 2023, et là j'y suis retourné juste après un voyage en Moldavie, j'y suis retourné fin juillet 2024. Okay. Et là je pense y retourner de nouveau en 2025. Cette fois enfin visiter Lviv, qui est quand même une magnifique vieille ville UNESCO au niveau du centre-ville, et je me tâte. Là, c'est une annonce que je fais pour le coup, parce que j'ai pas mal de chapters, dans les chapters en ce moment auxquels je rends visite, qui sont intéressés, qui m'ont dit, nous, on serait prêt à venir faire une visite de chapter à chapter, tu vois, du Hog, aller rendre visite au Hog Kiev et au Hog Odessa, encadré par moi-même, vu que je connais la route, je connais les risques. Après, on n'est jamais à l'abri d'un truc sur la tronche, mais bon, il y a de moins en moins de risques. Hein. Et en fait, je me tâte à proposer un truc en 2025 autour de 30 bécanes max, hein, à peu près. Après, ça devient compliqué. Se retrouver à un endroit en France, par exemple, à une frontière vers l'Allemagne, hein, le plus simple, et tracer jusqu'à Kiev, Lviv en premier, Kiev, et descendre. Après, il n'y a que 4h30 de route, jusqu'à Odessa, qui est extraordinaire. Rien que Kiev, j'étais subjugué par tous ces monastères et voir la ville comme elle était belle. Mais alors, Odessa, c'est un autre niveau, quoi. Ça a été très très développé par le duc de Richelieu qui était français à l'époque, et derrière c'est une ville, on se croirait passer sur la mer Noire, on se croirait à Marseille, mais en propre, en radieux, en authentique, et derrière rentré par la Roumanie, et voilà. Donc je suis en train de voir, là j'en parle quoi, là j'en parle, mais je suis en train de soulever l'idée, voir si dans les chapters de France, on verra aussi dans les commentaires, voilà, belges, suisses, luxembourgeois, francophones, s'il y a des gens qui seraient intéressés pour aller leur rendre visite, montrer leur soutien en faisant une visite, en allant acheter des choses chez eux, et surtout en ramenant les drapeaux du Hog, parce qu'eux ils les ont, hein. C'est de très très gros rouleurs, très très gros rouleurs en Ukraine, et des mecs qui ont fait le tour du monde, hein. Et derrière ils sont fiers à chaque fois de montrer qu'ils font partie du Hog et qu'ils sont là, quoi. Donc c'est un projet. Ben voilà, je balance la mèche et puis je verrai, je compte faire un post en décembre pour ça, pour voir à peu près les retours que j'ai sur ça, sur l'idée de lancer ça, quoi. Et voilà les bikers, c'est terminé pour la première partie de cette interview. Je vous invite à vous abonner, comme ça vous ne louperez pas la seconde partie qui sortira la semaine prochaine. Bonne route les bikers.